Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Beaucoup. À un certain moment, on était content de voir que même si on ne marquait pas beaucoup, on essayait de limiter les dégâts en défense. Mais là, on commence à beaucoup encaisser. Et donc, ça ne serait pas bien qu'on ait une attaque un peu défaillante et une défense qui n'arrive pas toujours. Ça signifie simplement que ça manque la rigueur dans l'organisation, dans l'application en défense, ou sinon les défenseurs de profil idéal. Voilà. Et donc, ça il faut vraiment essayer de corriger. Et qu'on puisse aussi multiplier des attaques, je veux dire des buteurs, parce qu'ici on voit Walid Kachala qui est souvent à chaque match. Voilà. Donc ça c'est bien d'avoir un meneur, mais c'est aussi mieux d'avoir plusieurs attaquants qui peuvent à tout moment faire la différence, ça peut sauver l'équipe. Mais je voudrais aussi revenir sur un fait qui n'est peut-être pas un fait qui peut contribuer directement à la réussite de l'équipe, mais c'est le supporter, c'est le public. C'est vrai que la particularité de ces matchs ici, c'est qu'il s'est joué au stade de TP Mazembe, qui est quand même, il faut le dire, le rival de Lupopo à Lubumbashi. Mais on a vu un calme apparent. Les supporters qui étaient là nombreux, ceux de Lupopo, mais également de Mazembe, certainement, qui étaient là pour pousser Lupopo. Le stade était totalement rempli. Et je crois que le vice-président de Lupopo, dont nous avons fait passer Coco Moulongo, Jacques Coco Moulongo, dont nous avons passé les propos ici chez nous tout au long de la semaine, avait souhaité à ce que le public de Mazembe puisse accompagner Lupopo. Je crois que son souhait a été entendu et c'est bien pour la suite de la compétition quand on sait que Lupopo aura à accueillir tous ses matchs à domicile au stade TP Mazembe. Voilà, je pense que c'est une très très bonne chose parce que on se rappelle ce qui s'est passé lors des années précédentes où Lupopo allait jouer À l'extérieur, et tout ce qu'il y avait. Il faudra peut-être, je vous ai coupé la parole, mais ce que ma crainte, j'avais parlé de ce que Lupopo peut faire lors de la troisième journée, puisque le match va se jouer à Lubumbashi, lors de la troisième journée, le 23 janvier. Et l'apport aussi du coach Guy Boukassa, son absence, vraiment, je sens que son absence est en train de peser sur l'équipe. Je pense que comme il va manquer les 6 matchs, ça peut un tout petit peu handicaper l'équipe des cheminots. Mais il y a aussi la combinaison des actions dans la défense, le milieu de terrain, mais aussi l'attaque. Apparemment, il n'y a pas encore une paire dans la défense qui se comporte bien pour éviter les dégâts. Au début, ça avait bien commencé, mais depuis un certain moment, je vois que le Popo encaisse de temps en temps. Mais le temps que le Popo a, à partir de ce dimanche jusqu'au 23 janvier, je pense qu'il y a beaucoup de matchs de la Ligue nationale de football qui permettront à le Popo de bien se réorganiser défensivement, même aussi. Tout est jouable, il faudra tenir jusqu'au bout. L'heure de vérité, ça sera peut-être le match du ce 23 janvier contre l'équipe de MC Alger.
Alors, on va passer à la Coupe de la CAF, où ça tient bon, ça se déroule, ça se passe bien pour l'instant pour la formation de Maniema Union de Kindu, qui là également toutes les équipes ont joué 2 matchs. Et là, il y a une différence par rapport au classement côté Ligue des Champions. Les 2 formations se détachent un tout petit peu avec 6 points pour WAC, 6 points également pour Maniema Union, et les 2 derniers avec 0-0. La bonne opération réalisée le dimanche dernier à Nairobi, où Maniema Union est allé s'imposer sur place 1-0. Une très très bonne chose, Alain Salou, pour très bonne chose, chevauché sans faille, 2/2 pour l'équipe de Kindu, qui engage les 6 points sur les 6 probables. Aucun but encaissé, 3 buts marqués contre 4 pour le Wydad Athletic Club de Casablanca, qui s'installe provisoirement en tête. Sinon, les 2 formations sont en quasi ex-aequo, ce qui est une très bonne chose, parce que dans ces groupes, Maniema Union s'est fait respecter, s'est fait costaud devant un adversaire comme Wydad Athletic Club de Casablanca, les seuls clubs vainqueurs de compétition interclub dans le groupe, avec des néophytes comme Nairobi United ou encore Azam FC. Déjà, le fait de remporter un match en déplacement, c'est tellement précieux pour Maniema Union. Courte mais précieuse victoire à domicile. À l'entame, Maniema Union ne s'est pas loupé devant Azam FC, amené par Florent Ibengue. Bon, maintenant, Maniema Union, qui a un groupe qui essaye de se montrer beaucoup plus discipliné tactiquement, aussi déterminé et ambitieux, une fois monté sur le terrain, devra le confirmer face au Wydad Athletic Club de Casablanca. Moi, je dis la double confrontation pour la 3e et 4e journée entre les 2 formations nous fera une idée nette sur le niveau réel et la performance des Maniema Union dans ces groupes, parce que la finale se joue à ces niveaux dans ces groupes. Voilà. Donc, ça veut dire que Papi Kimoto doit nous montrer qu'il a monté d'un rang aussi dans son statut d'entraîneur, et que les joueurs de leur côté doivent nourrir aussi des ambitions, c'est dire, nous voulons montrer que nous sommes costauds, nous voulons montrer que nous sommes des compétiteurs, n'est rien laissé devant cette formation de Maghreb. Mais il va falloir beaucoup travailler qualité mentale. Vous savez ce que ça représente, aller jouer au Maghreb, au Maroc de surcroît. C'est un public hostile, agressif, un stade électrique chaud bouillant. Et pour ça, les athlètes doivent être suffisamment préparés au risque de laisser partir les 6 points dans cette double confrontation. Mais à voir comment Maniema Union est en train de prester, je me dis on peut compter sur cette forme. Déjà dans ce groupe, je pense que, vu la physionomie de ce classement, je pense que les 2 premières places, les 2 premières places sont occupées par Maniema Union et WAC, et ce sont les 2 équipes-là qui se profilent déjà, qui s'annoncent une qualification éventuelle, mais la première place lors des 6 journées est vraiment importante pour vous permettre de recevoir lors de la manche retour en quart de finale. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore qui de Maniema et de Wydad qui pourrait terminer premier. Donc on aura l'idée de l'issue de ce groupe lors de la 3e et 4e journée, parce que le vainqueur de cette double confrontation se placerait déjà dans une bonne position pour terminer premier du groupe. Mais à voir ce que Maniema fait cette saison, je pense qu'il y a une nette évolution contre ses anciens coéquipiers, et ma prière est de voir cette équipe de WAC perdre, comme ça a été le cas avec Kitambala et Azam. Et quand Janvier parle d'une nette progression, il n'a pas tort de le dire, d'autant plus que on se souvient que la saison passée, lorsque Maniema Union a évolué en Ligue de Champions, en phase de groupe, après 3 journées, il n'y avait pas encore de victoires, ce n'était que de nuls. Mais ici, Maniema Union a déjà 2 matchs joués avec 2 victoires. Et aucun but encaissé. Aucun but encaissé. La défense se comporte très bien. Voilà, et une attaque qui se comporte bien en même temps. Vous avez 3 buts marqués sans en encaisser et moindre but. Voilà. Donc là, c'est bien. Pourquoi? Parce que même quand on regarde les contenus de Mbala pour faire entrer Chitenge et Boma, qui ont vraiment beaucoup aidé. Bon, ça c'est un avis personnel. Après les tirages, voyant Maniema Union être logé dans ce groupe, moi je me demandais beaucoup. On a suivi également la qualification de Azam pour la phase de poule. Bon, je me disais que Maniema commence avec Azam, Florent risque de nous piquer quelque chose ici, mais bon,
on se rend compte que Azam dans ce groupe a aussi des difficultés et ça commence, bon, il ne faut pas encore conclure, mais ça commence à sauter aux yeux que on pourrait voir WAC et Maniema Union se qualifier pour la suite de Je pense que si vous permettez, nous devons éviter de l'euphorie dans la mesure où ce n'est pas dit parce qu'on entame mal la compétition que la fin aussi sera catastrophique. Attention, Flora Ibenge qui a concédé une défaite est en train de se préparer. Deux défaites, pardon, est en train de se préparer. Il en est de même des Nairobi United. C'est des néophytes qui arrivent dans la compétition qui apprennent. On ne sait pas ce qui nous réserve la phase retour parce qu'ils sont en train d'apprendre. C'est vrai que l'apprentissage est difficile pour un début, mais au retour, ça va dépendre parce qu'à ce moment-là, les joueurs seraient en train de vomir ce qu'ils auraient appris. Au début, on peut, dans l'apprentissage, il y a un peu de complexe, on a difficile à s'intégrer. Dès qu'on prend la vitesse des croisières, là, ça va aller de soi. C'est là que le respect de l'adversaire s'impose et les entraîneurs sont conseillés, notamment pour parler de Congolais. Papi Kimoto doit recourir à des méthodes scientifiques pour observer ses adversaires, notamment visionner deux matchs de l'adversaire, prendre le temps à colmater les brèches pour parler de son équipe, à imprimer la discipline tactique. Nous l'avions dit, aller jouer au Maghreb, ça demande beaucoup de qualité mentale. Vous pouvez être physiquement au point, techniquement, tactiquement, mais la pression que vous allez subir, les traitements réservés au Maghreb, en tout cas, si vous n'avez pas de joueurs mieux lotis mentalement, n'attendez pas grand-chose. Pour compléter un peu ce qu'a dit Alain Salou, c'est qu'ici, Maniema Union, l'avantage d'avoir remporté ses deux premiers matchs, c'est qu'elle va jouer cette équipe la troisième journée en étant un tout petit peu décrispée, mais en même temps, en cherchant à ne pas perdre ces deux matchs contre le Mouloudia Club, le Wydad, voilà, les WAC qui est un club marocain. On se souvient avec un premier match en déplacement au Maroc. Exactement, et on se souvient que la saison passée, Maniema Union a rencontré les clubs marocains, c'était deux, et avait réussi à faire des nuls contre les clubs marocains, mais je ne dis pas qu'il faut se contenter des nuls. Cette fois-ci, Maniema Union peut pourquoi pas battre un club marocain qui est le WAC, mais on sait que si Maniema Union arrivait à réaliser même un nul, puisqu'on parle d'une finale avant l'heure dans ces groupes, ça aiderait beaucoup Maniema Union pour la suite de la compétition, tout en prenant en compte le fait que, comme le disait un peu Alain Salou, les autres là, Azam, tout comme Nairobi, peuvent rebondir. Donc il faudrait bien aborder ces matchs-là qui vont venir après cette finale, entre guillemets, entre Maniema Union et WAC en début de l'année, c'est-à-dire au mois de janvier. Voilà, au mois de janvier, on attendra, et avec ces deux matchs qui vont d'abord la troisième journée où l'équipe de Maniema Union se rendra au Maroc, et ensuite la réception ici à Kinshasa pourrait ouvrir une fenêtre sur la vérité à venir en ce qui concerne le score de Maniema Union dans ce groupe, mais pour l'instant on peut le dire que les choses ont bien démarré pour l'équipe de Kindu. Alors, on va revenir au pays pour parler de la Ligue nationale de football. C'est dommage, on devrait rester très longtemps sur terrain, mais nous allons parler de la violence. Des nuls entre les deux équipes. Par moment, il y a des victoires du DCMP, par moment côté V-Club. Mais pour ce dimanche, c'était un nul. Dans un match qui a été vraiment plaisant, parce que les deux équipes nous ont montré du beau football avec des joueurs techniquement au point, physiquement, mentalement. Les deux entraîneurs nous ont mis en place deux schémas tactiques qui étaient vraiment au point pour les deux équipes, mais aussi les gardiens qu'il faudra vraiment mettre en lumière, surtout celui du dernier club Motema Pembe Ngambelo. Il a sorti des parades extraordinaires, il a sauvé plusieurs fois le dernier club Motema Pembe en première période tout comme en deuxième. Mais le seul point noir dans ce match-là, c'est l'arbitre. Il s'est perdu à un moment donné, puisque en première période, vous allez voir qu'il y a un moment donné, dès le début, il y a un penalty là qui n'a pas été accordé au dernier club Motema Pembe, puisque Emunga Timbi, il a contrôlé dans la surface de réparation le ballon de la main sur un centre, mais l'arbitre a fermé l'œil. Mais au départ de cette action, il y avait une faute sur Zito, le joueur de V-Club, que l'arbitre n'a pas sifflé, et allait siffler ce penalty
il a estimé, selon lui, qu'il provoquerait un peu des troubles parce qu'au départ de l'action, il y a eu une faute sur un milieu de terrain de l'ASV Club. Le Daring récupère le ballon et arrivé dans la surface, tu accordes penalty au Daring Club Motepe. Donc, pour lui, il a jugé qu'il ne fallait pas faire l'équilibre. Il fallait maintenir l'équilibre. Mais à la pause, le score était de 0-0. On s'attendait à un match un tout petit peu élevé en deuxième mi-temps. Ça a été le cas. Il y a eu des remplacements de part et d'autre. Et du côté des CMP, c'est le but que l'on vient de voir qui a été marqué par Bingi Bello, qui a ouvert le score sur ce corner-là qui a été bien tiré. Et il a coupé la trajectoire. Il a trompé l'ancien gardien de Dauphin Noir qui est actuellement chez l'ASV Club. Et après, V-Club est revenu dans le match avec de nouveaux entrants. Et ce sont des nouveaux entrants qui ont permis à V-Club de revenir. Omar Kwar, il s'agit bien de Ngombe qui a marqué aussi sur un corner. Et il a permis à l'ASV Club de revenir dans le match. Et après ce but-là, c'est les choses qu'on n'a jamais voulu voir dans un match de football. C'est l'envahissement de terrain des supporters de l'ASV Club. Ils ont envahi l'aire des jeux et en réaction, ceux du Daring Club Motema Pembe aussi sont venus et à partir de là, le match s'est arrêté pendant quelques minutes et puis le match a repris parce qu'il y avait les agents commis à la sécurité qui ont essayé de mettre de l'ordre, mais la suite n'a pas été bon puisque les fans du Daring Club Motema Pembe ont empêché aux joueurs de V-Club de pouvoir jouer le corner qui devait être joué par l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe, Marzouk Diakana. Et comme c'était du côté du DCMP, on ne voulait pas le voir, lui, Diakana, jouer ce corner. Et comme c'était dans les temps additionnels, l'arbitre n'avait pas de choix que d'arrêter ce match. Vous êtes en train de voir toutes ces images, qu'il y a l'envahissement de l'aire de jeu, mais le point noir, autre point noir, d'abord le premier, on a parlé de l'arbitre, mais autre point noir, ce sont les agents commis à la sécurité. Même les policiers, ce sont eux aussi lancés dans ces jeux-là des jeux de projectiles. Je me demande, vous êtes venus faire quoi? Les policiers aussi, vous êtes en train de voir sur ces images, au lieu de disperser ou soit de mettre la fin sur les autres, eux aussi, il y a ceux-mêmes qui ramassent des pierres pour lancer aux enfants communément appelés Koulouna qui sont venus au stade. Et on s'est retrouvé seul comme ça, en train de voir ce spectacle désolant qui s'est produit au stade Tata Raphaël ce dimanche. À en croire le rapport, le résultat a été suspendu dans la soirée de ce dimanche. On attend le rapport officiel le rapport des officiels qui étaient sur place au stade pour permettre à la commission de discipline d'établir les responsabilités. Et en regardant ce qu'on est en train de voir pour l'instant, je me demande si les sanctions sont des $100 et 200, je suis sûr que ça pourra encore revenir. Mais si on a des sanctions de 30, 50 000 $, on ne vivra pas ces genres de choses au stade. Oh. Bon, je vais en venir, mais j'aimerais, si vous permettez, commencer par le résultat ou plutôt par le match lui-même. Avant de parler de violence, c'est qu'on est bien quand même de voir que le spectacle revient et le derby reprend peut-être sa saveur, ces fameux derby entre l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe. Parce que c'est un match aujourd'hui qui fait parler de lui par rapport au fait que son déroulement était plutôt positif, plaisant, un bon match, un match d'un bon niveau. Ça, c'était un point positif qu'on peut noter par rapport à ce match ici. Et puis, il est aussi important de relever le fait que cette saison, l'ASV Club, qui a eu beaucoup de mal, ça fait, je crois, 2 saisons ou 3 saisons passées. Cette saison connaît une situation tout à fait différente. C'est l'équipe qui a le plus joué de matchs. C'était la 10e journée, si je ne m'abuse pas, sans que V-Club puisse enchaîner les défaites. Je crois que V-Club, la seule défaite, c'était contre les Ça, c'est la deuxième du Congo. Il y a une seule défaite. J'allais parler de la deuxième. Pourtant, c'était un match nul. Voilà, donc c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de défaites. Une seule contre les Aigles du Congo. Et même des matchs nuls. Il n'y en a pas beaucoup. C'est l'un des rares matchs nuls réalisés par V-Club. Ici, face à deux équipes qui sont les plus anciennes, parmi les plus anciennes de la République démocratique du Congo, et dont
on pense que le supporter devrait aussi être le plus mature. Mais quel que soit en fait le comportement de l'arbitre, ici Javier est en train de nous expliquer, lui en tant qu'analyste sur place a vu ce que l'on peut aujourd'hui reprocher à l'arbitre comme des erreurs. Mais tout cela ne peut pas expliquer le comportement des supporters. Parce que quels que soient les résultats ou les décisions de l'arbitre, le public, quant à lui, doit faire preuve de civisme, mais également de fair play, et doit démontrer que c'est un public mature des équipes les plus vieilles de la République démocratique du Congo. Mais que l'on puisse voir ce comportement-ci vers la fin des matchs qui, d'ailleurs, se soldent sur un score de parité, un but partout. On se demande s'il y avait une équipe qui gagnait l'autre, alors on allait assister à quoi? Donc ici, ça inquiète énormément parce que ce sont des choses qu'on est en train de voir se multiplier ou s'étendre dans les différents stades de la République démocratique du Congo. Donc ça inquiète énormément. Et d'ailleurs, on voit ce retour du public dans le gradin. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne voyait plus. Ça faisait un moment, mais ici on voit, même si le stade n'était pas totalement rempli, mais quand on regarde le gradin, on voit que le public était présent, que ce soit celui de l'ASV Club ou de Moké Mapembe, c'est bien, mais qu'il y ait des affrontements à la fin, c'est tout à fait inadmissible. Pour ce qui est de la police, Janvier parle de comment elle s'est comportée. Alors, cela peut se justifier ou s'expliquer par rapport au fait que la police n'est pas bien équipée. Et n'avait pas une protection et était obligée, selon des images que nous avons vues, d'arracher même des sièges pour pouvoir se protéger. Et donc, on se livre à ce jeu de projectiles parce qu'on doit essayer de repousser ces agresseurs. Donc, je ne pense pas que c'est de cette manière-là qu'on peut assurer la sécurité dans un stade. Si on doit déployer des éléments de la police dans le stade, on doit savoir les équiper, ne pas prendre à la légère un match de football quand on sait qu'à tout moment, les supporters sont imprévisibles, on ne sait pas comment ils peuvent se comporter. On doit donc bien être équipé pour faire face à toute éventualité. Parlant de la recrudescence des violences pour les cas d'espèce, nous sommes au stade de Raphaël. Là, je dis, les organisateurs ont failli à leur mission. Contrairement au principe 5 sur la protection, là je me réfère au manuel CAF, sûreté et sécurité au stade, les organisateurs ont lamentablement échoué à ce qui concerne la sécurité au stade, parce que le principe 5 dit ceci: les organisateurs d'événements ont une responsabilité légale, morale et financière vis-à-vis des spectateurs, des athlètes et des travailleurs, des personnes qui travaillent au stade. Donc, à ce qui concerne les dispositions à prendre, à voir les environs, l'aire du jeu, la zone mixte, et on sent qu'il y a un déficit en termes des effectifs de la police, en termes de stadiers, et plus loin encore, les infrastructures en soi ne garantissent pas la sécurité. Regardez la facilité avec laquelle les supporters ont pu escalader les gradins pour envahir l'air. On dirait qu'on a ouvert la porte. Voilà, c'est ça. Et si tel est le cas, ça signifie simplement que les stadiers et la police se sont montrés complaisants. C'est qu'il y a eu une violation même des dispositions de manuel sûreté et sécurité au stade tel que prôné par la CAF en ce qui concerne les organisations de matchs. Et on va reculer. Quelques jours auparavant, c'est le stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi. Et le stade Dior qui avait été le théâtre de la violence. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe réellement du côté de l'organisateur, du côté de la police? Déjà, quand vous allez au stade, on se sent en insécurité. On s'est dit, connaissant la mentalité de nos supporters, une fois la situation dégénérée, est-ce que les effectifs des agents, est-ce que les effectifs de la police, à même de contenir la masse? Laissez-moi vous parler d'une expérience récente. Ça, c'est à Colosie. Voilà. Regardez, le nombre d'agents commis à la sécurité, c'est tellement insignifiant
pour arrêter, contrôler, décourager ces fauteurs de troubles. Je me rappelle, pour parler d'une expérience, récemment nous avons été à Luanda à l'Afro-Basketball, quand même c'était une compétition internationale, mais les effectifs de la police que j'ai vus sur place, je me disais, ici, si vous osez, on est sur vous. C'était pratiquement les 1/3 du public, vous vous rendez compte? Donc, s'il y a fauteur de troubles, ce n'est pas tout le monde. Donc, déjà, au niveau des effectifs, c'était du genre à dissuader les fauteurs de troubles pour s'hasarder à se comporter n'importe comment. Les dangers, c'est lesquels? Parce que dans tous les cas, la CAF voudrait protéger la vie des athlètes, la vie des spectateurs. Il est aberrant, même des officiels. Voilà, quitter sa maison et rentrer blessé, amputé de jambes et voire même mort, c'est tout le contraire d'un spectacle, d'un match de football. Et puis, ce qui est ici, parce qu'on est en train de voir ici les images des provinces en même temps, c'est qu'il y a certains stades où on pensait que la sécurité régnait. Oui, ici on est revenu au stade des Martyrs. Donc c'est presque la même chose un peu partout. Non, c'est à... Il y a Kalemi en même temps ici. Et pourtant, Kalemi, c'est un stade où, le stade Joseph Kabila de Kalemi est un stade où le calme est régné. Je me souviens que ça fait quelques années, on devait délocaliser le derby entre Lupopo et Mazembe au niveau de ce stade de Kalemi. Mais qu'ici, cette violence puisse gagner du terrain jusqu'à atteindre donc le stade Joseph Kabila de Kalemi. On se demande quel serait encore un stade qui soit en sécurité avec le sans vous couper la parole, la CAF a anticipé dans ses dispositions, dans les manuels de sûreté et de sécurité. Nos installations sportives, les infrastructures doivent être renforcées à ce qui concerne la sécurité. Avoir par exemple les stades de duo, mais ça ne sécurise pas. S'il n'y a pas de barricade, il n'y a même pas de banc de touche. On est pour empêcher le déplacement des supporters sur l'heure de jeu. Donc là, la raison pour laquelle vous avez remarqué la violence est invitée. Et les supporters sont passés à tabac, et les athlètes sont passés à tabac. Vous parlez des supporters. C'est vrai, vous dites qu'il n'y a pas de garde-fous. Mais au stade des Martyrs, il y en a. Mais là, maintenant, on est arrivé à un problème déficit des effectifs de la police et le nombre de policiers, comme vous le dites, il est insuffisant. Mais même ce nombre insuffisant-là s'invite aussi à ces jeux-là. C'est ce qui est déplorable. Si la police qui est censée protéger, elle aussi s'invite à ces jeux-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Mais regardez un peu, je voudrais signaler quelque chose. Vous voyez que ça fait un moment, au stade Dominique Diour, il y a eu des violences. Il n'y a aucune équipe qui s'est produit sans pour autant... oui, et ça passe pour le stade de Kalemi. Et il y a même de revanche qui se font. Pourquoi? Parce que si telle équipe était mal accueillie dans tel stade, et lorsque cette même équipe, au retour quand elle va recevoir, les autres vont chercher aussi à se venger. Donc, je crois que cette attitude risque d'amplifier la violence dans les stades et d'aller de violence en violence. Pour les stades, ici c'est le stade Dio. Regardez, aucune disposition sécuritaire, pas de barricade, aucune mesure de sécurité pour protéger les athlètes, les équipes, les officiels, comme vous l'avez dit, l'équipe adverse. Regardez, là les athlètes sont complètement à la merci des fauteurs de troubles. Et pourtant la capacité d'accueil ici est moindre. On est en train de parler de la violence, mais aussi on a commencé par le derby qui moi pour arriver dans la violence. Je pense que ce derby à un moment donné il doit être délocalisé. J'étais au stade lors d'un autre derby où DCMP avait pris le meilleur sur 20 clubs. Le but était marqué par Mido Yale sur coup franc et il y avait du désordre. Le match était arrêté à queue de poisson. Je pense qu'avec ce qui s'est passé hier, il y a lieu de délocaliser, comme ça a été le cas avec le match Mazembe-Lupopo. À un certain moment, ça s'est joué à Kalemi. On a même joué ce match ici à Kinshasa. Je ne vois pas pourquoi la Linafoot tarde à délocaliser ce derby. On peut l'amener à Kisangani, on peut l'amener au stade de Martyrs, question de renforcer les non, mais on amènerait ces derbys à Kisangani, à Mombasi, mais tant que les dispositions sécuritaires ne sont les conditions. On va diminuer quand même, parce que je ne vois pas le nombre de fanatiques que moi,
j'avais vu ici au stade entre Mazembe et Lupopo Faire les déplacements pour... Je pense que ce que j'avais dit, pour moi, ça serait peut-être pédagogique. Une manière peut-être de punir ces publics quinois qui supportent les clubs et c'est un peu de leur dire que si vous continuez avec ce genre de comportement, vous serez donc obligé de manquer le spectacle. Mais je m'aimerais, parce que j'en viens ici évoquer également le fait qu'il faut des amendes lourdes contre ces équipes. Mais je me dis que ce n'est peut-être pas ça la solution. La solution serait, à mon avis, qu'à un certain moment, on puisse identifier individuellement exactement ces fauteurs de troubles et qu'ils soient punis. Et c'est de cette manière-là qu'on va peut-être décourager ceux gens qui viennent au stade pour qu'ils puissent nous proposer ce spectacle-là. Ok, on entre maintenant dans la piste de comment éradiquer cette violence. Alors, Alain, ça fait autant d'années que nous revenons sur la violence au stade. Toutes les années, nous revenons sur ça. Nous revenons. Et c'était un derby. C'est une vitrine, une grande vitrine pour le football. Alors, nous amenons la violence dans cette vitrine. Et c'est mal vendu. Comment allons-nous vendre l'image? Alors, Alain, comment peut-on éradiquer cette violence? Nous allons essayer de proposer des pistes de solutions. Pour moi, d'abord et avant tout, je voudrais m'appuyer au manuel de sûreté et de sécurité de la CAF. Parce que le sport en soi, sa pratique, ça émane de la FIFA. Au niveau du continent, c'est la CAF. Au niveau du pays, c'est la FECOFA. La FECOFA se conforme à ces normes. Si on ne se conforme pas aux normes, on reviendra toujours à la même situation de départ. Et dit-on pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. De ce point de vue, les mesures de sécurité voudraient que d'abord le cadre, le stade, l'enceinte qui reçoit soit sécurisé. Quand vous voyez le cas du stade Tata Raphaël, regardez, le gradin offre beaucoup de facilités pour les supporters. Parce que la cause de la violence, c'est psychologique, c'est mental. Alors du point de vue mental, nous savons que nos supporters, et sur quoi 20 clubs DCNP, quand il s'agit d'un derby, personne n'est préparé pour la défaite. Donc on vient pour gagner, même si son équipe n'est pas en forme. Alors de ce point de vue, il faudrait que les cadres choisis qu'il doit accueillir puissent répondre à la norme. Et quand vous voyez le stade de Tata Raphaël, ce n'est pas le cadre indiqué pour ces derbys. Donc là, c'est déjà de l'impasse. Ça, c'est déjà à mettre dans les passifs de l'organisateur qui a failli à sa mission. Ça, c'est un des deux. Mais la formation de stadiers, la formation des agents commis à la sécurité, à l'occurrence la police. Mais là, on a quel effectif? Et là, du point de vue moralité, du point de vue de la mentalité, quelle est la mentalité du policier congolais? Est-ce que c'est le policier que vous envoyez au stade, il est préparé pour ce genre d'événements? Donc ça aussi, c'est un autre paire de manches. Donc, pour moi, je trouve que les problèmes, il est complexe à l'heure actuelle. Il faut apporter des solutions idoines qui doivent tenir compte de tous ces aspects. Et par ricochet, parce que ce sont des clubs qui produisent des spectacles, ces équipes ont la responsabilité de l'encadrement de leurs supporters. Il faut sensibiliser, il faut revenir sur les sectionnaires tels qu'on a connus par le passé, parce que par-dessus tout, nous voulons privilégier les spectacles dans le fair play. Alors, mais si au niveau de ces structures-là, les clubs ne travaillent pas, l'organisateur ne prend pas de disposition, au niveau du gouvernement, on n'investit pas dans les infrastructures pour renforcer la sécurité, on n'aura pas de résultat. La référence, c'est les manuels de sûreté et de sécurité de la CAF, de la FIFA. Il nous reste 7 minutes. Plus de solutions, après on va terminer avec. Moi, je pense que la responsabilité est partagée, ou les responsabilités sont partagées. Il y a d'un côté l'organisateur. Qu'est-ce que vous proposez alors? Exactement. Parce qu'avant de proposer, il faut identifier ceux-là les causes, exactement. Et donc, pour moi, je dis ceci. D'abord, il y a la sécurité des stades, puisque tout au long de la semaine, nous avons vu ici qu'il y a des stadiers, c'est-à-dire des agents qui sont commis à payer à l'entretien du stade. Des installations matérielles et tout. Voilà, étaient en train de protester parce qu'ils ne sont pas payés. Et moi, je crois que d'abord, c'est ça. Les agents qui travaillent là-bas doivent, eux, non seulement être motivés, mais qu'ils soient également outillés pour qu'ils puissent arriver à sécuriser les stades. Un stade comme le stade des Martyrs, lorsque vous arrivez au sein du stade, parce que le stade des Martyrs, c'est un complexe. Avant même d'accéder dans le stade, il y a d'abord ces complexes-là.
Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous entrez, ne fût-ce que dans cette enceinte, dans ces complexes, ce n'est pas déjà sécurisé. N'importe quel jour, même s'il n'y a pas de match, vous pouvez vous faire être agressé à tout moment. Alors ça, c'est déjà le départ. Je crois qu'on doit d'abord commencer par bien sécuriser les environs même de stade et l'intérieur, pour que lorsque les matchs se jouent, en dehors de la police, mais les agents de sécurité qui travaillent là-bas soient donc associés à la police pour qu'il y ait une sécurité maximale. Et au-delà de cela, il y a aussi des équipes qui ont une plus grande responsabilité encore, parce que c'est à elles de sensibiliser les supporters, de faire comprendre aux supporters que lorsque vous vous comportez mal, la sanction est souvent prise contre les clubs qui doivent payer des amendes ou qui doivent jouer des matchs à huis clos. Donc finalement, ce sont des équipes qui sont perdantes. C'est cela qu'il faut faire comme sensibilisation pour les supporters afin d'essayer de limiter le dégât. J'ai envie de comment éradiquer cette violence dans nos installations sportives. Je pense qu'il faudra renforcer la sécurité. Au-delà de la police, il faudra chercher d'autres agents de sécurité. On le voit ici, je ne veux pas citer le nom de certaines agences de gardiennage, mais je pense qu'il faudra les associer parce que eux, au-delà du fait qu'ils protègent, ils ont aussi des matériels suffisants pour protéger. Vous avez parlé, j'ai entendu l'un des co-débatteurs ici parler de la sécurité au stade du TP Mazembe lors du match du Popo Al-Hilal, parce qu'il y avait même des chiens qu'on a amenés au stade pour essayer de limiter les dégâts. Si la Dinafoot peut travailler avec ses agences de gardiennage, je pense que lors des différents derbys, il n'y aura pas ces violences, mais aussi parler, à renforcer le nombre aussi de la police quand il s'agit de renforcer l'effectif et les équiper aussi pour sécuriser ceux qui viennent au stade. Allez, je pense que ces paroles sont tombées dans les oreilles des responsables qui vont essayer de s'asseoir et trouver les voies et moyens. Sinon, nous éloignons encore ces publics qui commencent à revenir petit à petit dans les gradins, dans nos stades, et nous allons éloigner tout le monde autour du football congolais. Alors, Alain, il y a les Léopards qui sont en stage, on parle basketball, à Auxerre en France. Auxerre, ça me rappelle un club à l'époque entraîné par Giroud. Là, nous sommes en football, un fervent entraîneur, paix à son âme. Alors, revenons au basketball, Alain, rapidement, les dernières nouvelles. Oui, le stage qui s'est clôturé ce dimanche soir à Auxerre, au Palais des Sports de cette ville. Ils étaient 10 Léopards, dont au moins 7 jeunes qui étaient supervisé, évalué par le sélectionneur national Michel Perrin, et en prévision de la deuxième fenêtre, parce que là, il faut dire que la RDC est exempte de cette première fenêtre. Les rendez-vous, c'est en février prochain, mais au niveau de la fédération, on se dit on doit profiter de toutes les dates FIBA pour construire l'équipe qui est en chantier. Il faut avoir toujours des joueurs prêts à venir renforcer en cas de forfait qui peut venir d'ici ou là. Et de surcroît, c'est un défi à relever au regard même de la prestation réalisée et la contre-performance lors de l'Afro-Basketball. On voudrait ici un peu de niveau, mais là, vous avez l'entraîneur Michel Perrin qui a réagi et puis le président de la fédération. Ouais, je pense qu'on peut suivre ces réactions au micro d'Alain Sall. Ravi d'avoir revu une partie des joueurs, on va dire de base de la sélection, qui sont venus, qui ont répondu présent. Voilà, pour 2-3 jours, c'était pas un grand regroupement, mais c'était très important de se revoir, que je revois aussi le président de la fédération, le manager, qu'on puisse échanger autour de ce qui allait se passer dans la prochaine fenêtre. On puisse aussi préparer un lieu où je maîtrise à peu près tous les éléments pour travailler avec l'équipe. Voilà, on a pu convenir aussi que c'était un point de base qui pouvait être très intéressant pour préparer l'équipe. Voilà. Donc ça, c'était un point déjà très important. Deuxième point, évaluer quelques nouvelles figures pour voir sur les lignes, on a besoin de renforts sur les lignes arrière, sur les lignes meneurs. Sur le poste 3, on a vu un joueur très intéressant sur le poste 3 avec Eric Créby, qui nous a montré de jolies choses physiquement. Voilà, on sait que ça peut être un joueur sélectionnable, il y en a tout dans l'équipe. Après, on a vu 3 nouveaux joueurs au poste de meneur, avec des qualités différentes.
Ça donne on va dire des possibilités différentes. Maintenant, voilà, ils ont chacun leurs atouts et leurs inconvénients. J'ai pu revoir aussi Matoto et voilà, voir un peu les progrès qu'il avait pu faire en centre de formation, même s'ils ne sont pas encore totalement visibles. Mais en tous les cas, c'était très intéressant de le revoir. J'ai personnellement assisté à tout ce qui a été fait. Ce que j'ai aimé, c'est que nous sommes en train de grandir. Nous en arrivons maintenant à une autre dimension, donc la capacité de rassembler nos athlètes en Europe. C'est une bonne chose, même si nous avons rencontré des difficultés avec les horaires au centre européen de visa pour les athlètes évoluant en Afrique. Ça, c'est déjà une très bonne chose. J'ai aimé tout ce qui a été pris comme disposition ici par le coach, parce que son club nous a aimés, nous a beaucoup aidés. Les salles ont été préparées et aujourd'hui nous avons fini par un petit match contre son équipe. C'est vrai qu'on a voulu beaucoup plus voir les nouveaux, parce que les anciens sont en plein championnat. Vous allez voir que M. Kamsako ne s'est pas donné à fond. Donc ce que nous avons aimé, c'est le travail qui a été fait, la détection d'autres joueurs. C'était ça le but même aussi. Et voir comment aborder le mois de février qui arrive bientôt. Ce que je regrette, c'est que, écoutez, nous avons été abandonnés à nous-mêmes, mais écoutez, nous sommes habitués à cela. Non. Voilà, amis sportifs, c'est par ici que nous allons mettre un point final à cette édition de Sport Décryptage de ce lundi 1er décembre. Merci à tous les amis, à Janvier, Gad, Sikalain, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont permis d'arriver chez vous. Bonne suite de programmes sur votre télévision et radio. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.